Or, Keith Haring est une figure étonnante de la peinture, du graffitisme bien sûr, et il a été connu au départ, dans les années 80, dans le métro, dans un lieu insolite, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir de l'art se déployer dans des espaces comme ça publics. Hein. Et ses œuvres, il les travaillait sur des espaces réservés à la publicité, des espaces noirs. Avant que la publicité soit posée, il y avait des espaces noirs, et là, il utilisait de la craie, qui faisait bien ressortir son dessin, etc. Bon, le matin, les gens allaient prendre le métro, etc. Ils voyaient ce qu'il dessinait. Bon, souvent, il avait des problèmes avec les policiers parce que bon, c'était interdit, etc. Donc, il était emmené au poste de police. Mais il s'est fait connaître comme ça de la presse et puis dans les médias. Au fur et à mesure, son art s'est développé, il a côtoyé les plus grands, Andy Warhol, Basquiat, etc. Donc il est devenu quelqu'un d'incontournable dans la scène du graffitisme en général. Alors le message de la peinture de Keith Haring s'inscrit dans un environnement qui est très particulier dans l'évolution de la peinture. On est dans les années 80, mais il y a eu un cheminement depuis l'après-guerre d'une volonté de vouloir réduire la peinture à l'abstraction. Ça venait de Clement Greenberg, qui était un critique d'art américain, qui pensait qu'on allait dépasser l'illusionnisme de la figuration qui imprégnait trop notre monde depuis la Renaissance pour découvrir la vraie réalité, c'est-à-dire l'abstraction, c'est-à-dire faire fi de toute figuration et dire que dorénavant, seul comptait l'être dépouillé de toute matérialité. En fait, là, on se réfère à la philosophie de Hegel. C'est assez marrant parce que l'abstraction, c'est justement l'aboutissement de la révolution, c'est se dépouiller de tout. Hein, et arriver à... Alors, on est dans l'imaginaire de Kandinsky, de Mondrian, de Malevich, etc. On pensait que, ça y est, du moins, la figuration était terminée. Or, ça a été combattu, ou du moins l'échec était patent du fait justement du pop art. Andy Warhol, c'est la grande nouveauté, a mis en échec ces tentatives de monopoliser l'art par l'abstraction, et puis il y a aussi le minimalisme. Et l'achèvement, le grand achèvement, a été porté par Keith Haring, qui lui a mené très loin le pop art dans une dimension autre, pas seulement une dimension où c'était une dimension de vérité, c'est-à-dire que en dehors du commerce, même si lui-même il n'échappe pas au commerce ambiant, mais sortir l'art des musées, pour l'afficher sur les murs et proposer l'art à tout le monde. Hein, et ce qu'il a fait dans les années 80, justement dans le métro, puis ailleurs, après dans toutes les fresques murales, etc., de la ville de New York, puis ailleurs. Donc, il propose une lecture de la peinture qui est tout à fait différente et il aborde cela de manière très douce parce que justement il se distingue, et c'est ça qui est important aussi de dire, il se distingue des taggers. Lorsqu'il fait ses premiers dessins, il le fait sans violence, c'est-à-dire sur des espaces vierges. Hein. Il n'impose pas sa signature, d'ailleurs ces dessins sont sans signature. Le tag, c'est la valorisation du moi. Lui, c'est le contraire d'un tagger. Il ne valorise pas le moi, il valorise les autres. Hein. Donc, il se dépossède de lui-même pour se donner totalement aux autres. Donc, c'est ça sa grande force et sa générosité qu'il a en lui, qu'il est resté un enfant de 12 ans, qui apporte sa joie de vivre, sa liberté d'action et surtout son sens très profond de l'humain. Autre originalité aussi de Keith Haring, parce qu'il y a eu deux mouvements aussi à son époque aussi. On a parlé de cette tentative homogénique justement de l'abstraction, mais il y a aussi ces deux tendances qui existaient, et depuis d'ailleurs, depuis pas mal de temps, c'est-à-dire Duchamp, qui avait demandé que la peinture soit mise sous la sphère plutôt de la pensée, la sphère mentale, la réflexion, et puis Matisse, qui est tout à fait l'opposé, qui est pas opposé mais peut-être complémentaire, l'hédonisme chromatique, c'est-à-dire le plaisir de la belle peinture, de la belle couleur, des couleurs qui donnaient sens à la vie, etc. Lui, justement, Keith Haring, il a concilié un peu les deux. Hein, et il a mis de la réflexion dans son travail, tout en apportant cette joie de vivre. Hein. Ce n'est pas la rigueur de la réflexion, mais c'est la joie de vivre aussi. Il n'était pas un peintre coloriste au sens strict, parce que, en fait, son dessin
c'était plutôt, son œuvre, c'était plutôt la forme, le dessin. C'est-à-dire, il peignait en dessinant et il dessinait en peignant. Donc c'était plutôt la forme et par rapport à la couleur qui dominait chez lui. Et là, on peut dire qu'effectivement, la grande originalité, si on veut la définir véritablement, il joue le rôle de passerelle, de pont entre les différents arts. Comme on a parlé de Marcel Duchamp, la sphère mentale, on a parlé de Matisse, on a parlé du pop art, il était aussi dans cette mouvance-là, mais il a apporté aussi pas mal d'autres choses. Donc il a mis en harmonie tout cela, tout en refusant, en récusant quand même l'abstraction. Mais il est aussi héritier un peu de l'abstraction parce qu'il réduit beaucoup les choses dans ses dessins. Il arrive à des schématisations extraordinaires, à synthétiser une idée par très peu de choses. Et ça, c'est sa force aussi. C'est qu'il arrive, c'est une chose quand même assez considérable d'arriver à une telle maturité dans l'écriture. Et ça, il l'a découvert justement au contact de gens comme Burroughs, etc. et Gissing, qui ont révélé une forme d'écriture qui s'appelle le cut-up. C'est-à-dire, ils ont découpé des bandes d'articles dans les journaux et après, au hasard, les ont recomposés. Donc, ça nous permettait d'avoir une autre lecture des choses et de faire affleurer le sens caché des choses. Ça, c'est une technique qui l'a beaucoup aidé dans son travail. Pour découvrir, justement, on a parlé du cut-up, c'est-à-dire affleurer les choses cachées, affleurer les choses qu'on ne distinguait pas a priori. C'est pour ça qu'il avait un intérêt très puissant pour les sciences occultes, l'alchimie, etc. Donc on le voit, c'est lui aussi qui a mis en exergue l'homme au bras levé, etc. Ce qu'a dit Mircea Eliade, il l'a mis dans les années 80 dans beaucoup de ses dessins. On voit développer ce thème justement du chaman, etc. Il a remis à l'ordre du jour des choses qu'on n'osait plus montrer. Et or lui, il a montré la vitalité et la force des arts anciens et qu'ils avaient tout à fait autorité dans l'art actuel. Malheureusement, il est mort très jeune. Il avait 31 ans, il est mort en 1990. Et il nous a laissé un héritage fabuleux. Une espérance extraordinaire dans le développement de la peinture. Il nous a donné des pistes énormes à exploiter, qu'exploitent actuellement les jeunes du street art, et pas seulement du street art. Il a donné cette joie de vivre, cette joie qui communique à tout le monde. La peinture n'est pas morte, au contraire. Elle a un avenir extraordinaire, surtout, comme on disait, la figuration a encore beaucoup de choses à donner, on a bien vu, et puis à côté, l'abstraction a son droit de citer. Donc tout est complémentaire. Donc il a montré que notre imaginaire, notre vie ne s'arrêtait pas là, qu'il fallait tout le temps remettre en chantier même les choses les plus anciennes, on l'a vu avec l'alchimie, etc. Donc c'est quelqu'un qui a montré des directions nouvelles dans l'art et prometteuses et qui sont encore toujours exploitées actuellement. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est que Kissering est à la portée de tout le monde. Il a mis la peinture, son art, à la portée de tout le monde. Et ça fait penser à des choses extraordinaires, parce que ça fait penser à ceux du Moyen-Âge qui faisaient ces fresques sur les frontons des églises, etc., pour le public analphabète. Donc, il se mettait au service des autres. Donc, il renoue avec cette tradition ancienne. Justement, l'art est au service de tous. L'art, c'est la vie, et la vie, c'est l'art.